Nous, au quotidien, quand on accompagne des entreprises et des institutions au niveau de Global Mind Consulting, on passe un temps extraordinaire à essayer de rappeler alors aux femmes qu'elles doivent oser s'exprimer, elles doivent oser utiliser la communication comme étant un levier pour pouvoir communiquer sur ce qu'elles font, expliquer ce qu'elles font et puis expliquer le pourquoi de ce qui les a motivées. C'est très instructif. Au-delà d'être un outil formidable pour pouvoir développer son activité, c'est aussi quelque chose d'extrêmement inspirant pour d'autres femmes qui vont se dire « mais tiens, ça m'a parlé ce qu'elle a expliqué, j'ai rencontré les mêmes difficultés, je suis heureuse de trouver des clés qui vont me permettre peut-être de les contourner avec Donc, c'est efficacité. pas la faute aux... Bonjour Sena Boudia et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Est-ce que vous pouvez commencer, s'il vous plaît, par vous présenter, nous parler un peu de vous et d'où venez-vous? Alors, c'est Ina Boudia. J'ai la chance de diriger depuis maintenant 10 ans un cabinet qui s'appelle Global Mind Consulting, qui est un cabinet de conseil en stratégie et relations publiques, qui a la particularité d'accompagner des opérateurs économiques et institutionnels dans tout ce qui est stratégie de positionnement, de repositionnement, promotion de leur activité, mais également de l'impact qu'ils parviennent à avoir sur leur écosystème. Et tout ça me vient d'une passion dévorante pour le continent africain, pour ce qu'il se fait, pour ce qui doit se faire sur ce continent, et une motivation, celle de pouvoir valoriser les acteurs et les actrices, parce qu'elles sont nombreuses, et on a tendance à malheureusement pas suffisamment les voir, de cette transformation économique, sociale, culturelle, politique. La vocation du cabinet, c'est vraiment de réussir à identifier ces acteurs-là, ces décideurs-là, et de faire en sorte d'augmenter la résonance de leur message. D'accord, très bien. Justement, vous avez créé votre cabinet en 2012. Mais avant la création de votre cabinet, en fait, j'ai vu que d'abord, vous avez été consultante au sein du Consulat général du Sénégal à Paris. Ensuite, à l'UNESCO, justement, vous avez accompagné des personnalités politiques dans leur intervention publique. Vous avez ensuite été directrice de la communication d'un réseau de cadres africains, où vous avez organisé des événements notamment à Sciences Po Paris ainsi qu'au Parlement européen. Et enfin, vous êtes intervenue dans de nombreux forums tels que l'Africa Portugal Forum ou le Club Afrique Development et Africa CEO Forum. Le fait d'avoir eu l'opportunité de graviter dans les institutions que vous avez citées, ou de travailler avec des acteurs importants à la fois dans le monde politique et économique ou culturel, ça m'a permis de me rendre compte que oui, il y a des choses qui commencent à changer, que les acteurs commencent à être de plus en plus décomplexés, qu'on a la chance extraordinaire d'avoir des personnalités qui sont très engagées et très soucieuse aussi d'être dans le don également, et pas uniquement dans qu'est-ce qu'on peut prendre en Afrique. Et ça, c'est quand même un changement de paradigme qui est très important, qu'il faut encourager et qu'il faut surtout accompagner. Et c'est un petit peu ça le défi. Donc très modestement, c'est vrai qu'on a l'occasion au niveau du cabinet Global Mind d'accompagner cette nouvelle génération-là. Et on est très heureux de pouvoir avoir cette opportunité-là parce que c'est aussi notre raison d'être. Et donc quand ils arrivent à écouter certains de nos conseils ou certaines de nos recommandations, ben, on est heureux quand on voit le résultat et qu'on voit que ça a contribué, même si c'est modeste, à faire évoluer les choses. Du coup, je voudrais revenir sur la création du cabinet. Votre cabinet est spécialisé dans la gestion des relations publiques des acteurs politiques et économiques en Afrique. Le magazine Financial Africa, en fait, l'a classé comme étant une des entreprises parmi les 100 entreprises les plus influentes en Afrique. Et donc, du coup, j'aimerais savoir, en fait, comment vous avez fait au début pour, en fait, décrocher vos premiers clients et aussi comment vous avez réussi à les fidéliser, en fait, dans un environnement qui est complètement nouveau, puisque je rappelle que vous avez quitté la France pour vous installer au Gabon. Les débuts n'ont pas été évidents pour la simple et bonne raison que quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous avez tout à prouver, tout à démontrer. Bien souvent, vous commencez avec une feuille quasi blanche et c'est pas évident d'avoir l'opportunité de pouvoir la remplir. Donc pour mon cas personnel, c'est vrai, comme vous l'avez rappelé, effectivement, j'ai décidé de créer mon cabinet il y a 10 ans en Afrique centrale, donc depuis Libreville. Notre objectif à l'époque, c'était vraiment d'être basé à Libreville, mais de rayonner sur toute l'Afrique et au-delà pour accompagner ces acteurs-là. Et il y avait plusieurs problématiques auxquelles on a été confrontés. La première, c'est quand vous dites relations publiques, c'est quoi les relations publiques? On a tendance un petit peu à dire mais relations publiques, c'est communication, oui, c'est journalisme, oui, c'est... Donc il y a beaucoup de confusion. Il y a déjà cette première nécessité de sensibiliser, d'expliquer ce que sont les relations publiques et surtout ce que ça peut apporter comme valeur ajoutée. Le deuxième élément, c'est que vous arrivez dans un environnement où on ne vous connaît pas. Et là, il faut réussir à décrocher son premier marché, son premier contrat. Les premiers ambassadeurs de Global Mind Consulting, ce sont nos clients eux-mêmes. Parce que ce sont des acteurs qu'on accompagne depuis, pour la plupart, très, très longtemps. Ce sont des acteurs qui ont
su miser et investir dans l'expertise africaine, qui y croient, qui eux-mêmes sont des acteurs africains qui sont très ambitieux dans leur stratégie d'expansion, de développement. Je pense à un des groupes bancaires qu'on accompagne déjà depuis 2016. Quand on voit que ce n'est pas uniquement dans le discours, mais c'est aussi dans cette capacité à pouvoir identifier des compétences, une expertise, un savoir-faire africain qu'on va mettre au service d'autres enjeux et d'autres problématiques africaine, ça c'est forcément quelque chose de très important à saluer. Je crois qu'il faut l'encourager, il faut inciter les décideurs qui soient dans le secteur privé ou dans le secteur public à ne pas faire l'économie de solliciter ces expertises parce qu'elles existent dans tous les domaines. Si je prends le domaine juridique, si je prends le domaine financier, aujourd'hui on a les meilleurs experts, on est capable de pouvoir rivaliser avec la terre entière, on aurait tort de ne pas le faire. En tout cas, ce point, il était très, très complet sur vos clients. Et donc là, du coup, je vais revenir aussi sur vos partenaires parce que du coup, j'ai vu que vous avez noué des partenariats en fait, avec plusieurs acteurs, notamment la banque Citi, j'ai vu, la plateforme Up Africa, aussi France en fait, qui promeut les investissements de la France à l'étranger. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait, comment une entreprise peut réussir en fait, à nouer des partenariats avec des acteurs stratégiques au début de sa création d'entreprise? Alors, moi, j'ai une conviction, je pense que vous allez la partager avec moi, c'est qu'on ne se construit jamais seul. Et personne ne se suffit à soi-même. Dès lors qu'on a dit ça, on a un petit peu tout dit et on a un peu répondu à votre question. Nous, on n'a pas la prétention de tout savoir faire, de tout maîtriser. Par contre, on a la chance et le privilège d'avoir été, dès le début, entourés et accompagnés par des acteurs de référence qui ont su aussi miser sur nous. Donc, du coup, ça fait des accompagnements qui durent depuis très longtemps. Hein. C'est des gens avec qui on travaille depuis très, très longtemps. Et c'est vrai que ça nous a permis de pouvoir élargir aussi la grille de ce qu'on pouvait proposer, de pouvoir compléter aussi notre offre et surtout, et ça c'est le plus important, de garantir un service, des prestations, un accompagnement de qualité. On ne peut pas se contenter d'avoir des prestations qui sont à peu près bien. Il faut forcément qu'on soit dans l'excellence. Donc, c'est une quête permanente parce que finalement, on n'arrête pas aussi d'apprendre et de réapprendre. Et l'essentiel des partenaires que vous avez cités et des autres avec lesquels nous avons le privilège de travailler depuis un certain nombre d'années, ça nous permet aussi de créer un cercle vertueux où on est dans un échange de bons procédés et où, lorsqu'on a la possibilité de pouvoir se mobiliser pour eux, on est toujours très ravis de le faire. D'organiser des événements avec eux, d'organiser des activités ou des actions avec eux et lorsqu'ils nous sollicitent aussi de répondre présent. Et donc là, vous avez parlé des services. En fait, je voulais revenir sur vos différents services que vous proposez dans votre entreprise. Où est-ce que vous réalisez la majeure partie de votre chiffre d'affaires? Alors, c'est vrai que le volet sur lequel on est le plus souvent sollicité, mais c'est logique, c'est la partie conseil, c'est la partie stratégie parce que aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de commencer à se lancer soit dans un plan d'action, soit dans un plan de communication, sans avoir pensé les choses au préalable. Ça, c'est quelque chose qui est de mieux en mieux compris par nos interlocuteurs. Et donc, du coup, ils sont plus disposés qu'auparavant, je vais dire ça comme ça, à investir sur cette partie réflexion stratégique, cette partie intelligence économique, cette partie veille stratégique, veille médiatique, qui va nous permettre finalement de savoir d'où on part. Donc, nous, on a la particularité de passer beaucoup de temps à écouter nos clients. On adore ça. On s'en lasse pas. On adore les écouter parce que ça nous permet, nous, de mieux comprendre ce qu'ils font, de mieux comprendre leurs écosystèmes, de mieux comprendre aussi les problématiques auxquelles ils sont confrontés et de pouvoir les appuyer sur des recommandations qui tiennent compte de tout ça. C'est aussi l'opportunité pour nous de comprendre leur ambition, où est-ce qu'ils veulent aller. Et normalement, en tant que cabinet conseil, notre rôle, il est aussi et surtout de réussir à proposer des stratégies, des plans d'action qui vont véritablement répondre à cette ambition-là et qui vont leur permettre en tout cas de faciliter l'atteinte des objectifs qu'ils visent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important chez nous. Donc pour répondre à votre question, ce serait peut-être le conseil stratégique, travailler sur des stratégies de positionnement, de repositionnement. Comment est-ce qu'on réfléchit à la manière dont le monde est en train d'évoluer, comment est-ce qu'on intègre cette dimension de l'actualité. On a tous vécu quelque chose d'absolument formidable, enfin en tout cas inédit, c'est plutôt le mot, ce Covid, cette pandémie mondiale qui n'a prévenu personne et qui finalement nous a amenés à devoir repenser tous nos modèles. Et nous, ça a été aussi une extraordinaire opportunité de pouvoir nous réinventer. Justement, en parlant de Covid, etc., est-ce que vous avez été impacté par le Covid ou est-ce que vous avez connu de nouveaux challenges en fait, cette année par rapport aux années précédentes?
Euh, alors, honnêtement, nous, on a eu la chance d'avoir des clients qui nous ont suivis, qui nous ont fait confiance. J'ai eu à rédiger quelques papiers sur ce sujet, de la manière dont la communication pouvait être un levier extraordinaire en temps de crise pour une organisation, pour une entreprise, pour une institution, et sur aussi ce pari qu'il nous faut faire, de ne pas désinvestir en termes de com, bien au contraire. C'est vraiment l'occasion, parce que en fait, vous allez avoir mécaniquement toujours des mêmes réactions, où tout le monde va se dire, bah, tiens, la communication ou les relations publiques, c'est un petit peu voilà, la variable d'ajustement. Donc, c'est là où on va désinvestir quand c'est la crise pour plutôt privilégier le paiement des salaires, etc. Et ce n'est pas forcément le meilleur pari parce que quand vous faites ça, ça veut dire que vous n'existez plus, vous n'êtes pas présent. Et si je prends votre cas, vous avez besoin de voir que les marques que vous aimez bien, auxquelles vous êtes fidèle, soit que vous consommez, soit que vous utilisez, que ces marques-là, elles continuent à être là pour vous, même en temps de crise, surtout en temps de crise. Alors avec d'autres messages, avec une autre approche, avec une invitation aussi à se reconcentrer sur l'humain, parce qu'on n'a pas le temps de se laisser distraire par des choses dont on comprend qu'elles sont beaucoup moins importantes. Je crois que la grande leçon de ce qu'on a vécu, c'est que ça nous a ramené à des choses tellement plus essentielles, tellement plus fondamentales, que c'est une exigence qui est impérieuse. Très bien, là, vous avez abordé justement le thème du plan. En fait, je vais revenir sur la question des ressources humaines au sein de votre cabinet. En fait, quel type de culture d'entreprise vous avez instauré en fait, au sein de votre cabinet et aussi au niveau du recrutement, en fait, quelle stratégie vous avez mis en place? Parce qu'en discutant parfois avec certains entrepreneurs que j'ai déjà reçus pour AEM, en fait, certains me disaient qu'ils préféraient faire un recrutement par cooptation. En Afrique, selon eux, en fait, c'était la stratégie la mieux adaptée pour éviter les mauvaises surprises. Et donc, du coup, dans votre cabinet, comment ça se passe? Alors, nous, on a déjà la chance extraordinaire d'avoir une équipe qui est très créative, qui est très dynamique, qui est intergénérationnelle. Et ça nous fait énormément de bien. Ça nous donne beaucoup d'énergie. Et je crois aussi que ça fait la qualité et la capacité à pouvoir innover dans ce qu'on peut proposer. Donc ça, c'est vraiment la chance. Et c'est vous me donnez l'occasion même de saluer et de remercier mes collaborateurs parce que très honnêtement, ils sont extrêmement précieux à ce que nous faisons au quotidien. C'est vrai que le fait de coopter, de recruter sur la base de recommandations, c'est un gain de temps le plus souvent parce que les personnes qu'on va vous recommander, c'est des gens avec lesquels on a déjà travaillé, qu'on a déjà éprouvé. Donc ça rassure un peu l'entrepreneur. Quand vous recrutez quelqu'un qui vient faire une candidature spontanée, vous n'avez pas eu forcément l'opportunité de savoir ce qu'il vaut, vous n'avez pas eu l'opportunité d'éprouver sa probité morale. Et donc ça, c'est des éléments qui sont décisifs et qui sont déterminants, sa motivation, etc. Donc c'est vrai que je rejoins un petit peu les témoignages qui vous ont été faits. C'est un élément qui peut fonctionner. Après, je pense qu'il faut diversifier ses moyens et ses stratégies de sourcing lorsqu'on veut recruter, justement pour éviter d'avoir des profils qui soient toujours les mêmes et surtout donner la chance à des personnes qui sont peut-être moins nantis, qui n'ont pas forcément de réseau et qui n'ont pas peut-être déjà eu l'opportunité, même ne serait-ce qu'une seule opportunité de démontrer ce qu'ils savent faire. Et l'expérience m'a montré que souvent, on a de belles surprises. Quand on donne à quelqu'un qui a la volonté de faire, la volonté de construire, qui a la volonté d'aboutir et qui a envie de se construire professionnellement, l'opportunité de montrer ce qu'il sait faire, il peut souvent vous étonner et s'étonner lui-même. C'est très intéressant comme point de vue. Et est-ce que vous avez une ambition d'ouvrir le cabinet dans d'autres pays africains en dehors de Ah oui. Ah oui, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, on compte bien continuer. Vous le disiez, il y a 10 ans, on a ouvert d'abord au Gabon. Aujourd'hui, on a eu l'opportunité d'ouvrir au Sénégal il y a déjà 2 ans. On a vraiment développé les activités depuis 1 an avec l'équipe. Et on aspire naturellement à continuer à nous développer donc, sur ces 2 sous-régions-là, CEMAC et UMOA. Mais on pense de plus en plus, même si on a des clients qui sont en Europe et aux États-Unis, on pense de plus en plus également à d'autres zones qui nous intéressent beaucoup, qu'on regarde avec beaucoup d'attention. On a quelques appels de phare aussi dans des pays anglophones, parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises anglophones qui veulent arriver sur les marchés d'Afrique subsaharienne francophone et qui ont besoin d'être accompagnés. Donc, le fait de pouvoir maîtriser, j'allais dire, les 2 mindsets anglophones et francophones en termes de business, ça peut être un plus. Et donc, on étudie, on regarde, on se donne le temps
parce qu'on veut d'abord être dans la consolidation de ce qu'on fait, on veut continuer à bien accompagner les clients qu'on a, et puis on se donne le temps de construire ça, mais ça fait partie en tout cas des objectifs stratégiques qu'on s'est assignés sur les 5 prochaines années. D'accord. Donc là, du coup, je vais parler de stratégie et de leadership. En fait, un de vos traits de caractère, c'est vraiment le leadership. En faisant mes recherches, en fait, j'ai vu des photos de vous avec des personnalités charismatiques, par exemple avec Pape Diouf, l'ancien président de l'OM, et M. Aliko Dangote, du coup, l'entrepreneur nigérian. En fait, je voulais savoir, selon vous, qu'est-ce qu'un bon leader, en fait, et qu'est-ce que le leadership en général, selon vous? Pour moi, les personnalités que vous avez citées, ce sont des personnalités qui sont inspirantes. Si je prends le cas de quelqu'un comme Pape Diouf, que j'ai eu le plaisir de connaître, qui était vraiment quelqu'un d'une générosité assez extraordinaire, qui était vraiment dans le partage, qui, malgré toutes les hautes fonctions qu'il a eu à occuper, malgré le parcours qui a été le sien, malgré le talent qui était le sien, n'hésitez jamais à prendre du temps, soit pour la jeunesse africaine, soit pour des joueurs africains qui avaient besoin aussi d'être accompagnés, parce que vous arrivez dans un nouveau pays, vous ne connaissez rien au système et au business et à la manière dont ça doit fonctionner. Et c'est important de pouvoir avoir des acteurs comme lui qui vous prennent et qui sous leur aile et qui vous considèrent vraiment comme le petit frère qui ne doit pas échouer. Donc, pour moi, un leader, c'est d'abord quelqu'un qui inspire. C'est quelqu'un qui a suffisamment de générosité pour être aussi dans le don de soi, dans le partage. Je crois que ça répond à aussi une forme de responsabilité. Plus qu'une logique uniquement de management pur, comme on peut le voir dans certaines organisations où il faut faire tourner la machine. Et donc, forcément, pour faire tourner la machine, on va juste diriger des hommes. Là, c'est pas diriger, c'est vraiment inspirer, c'est co-construire, c'est impliquer également, c'est faire adhérer et c'est parvenir également à susciter de nouvelles vocations, permettre aux personnes qui vous entourent de se dire « Ah oui, tiens, on the sky is the limit ». Ouais, ça, c'est votre leitmotiv. Du coup, on reviendra là-dessus à la fin de l'émission. J'ai vu que vous accompagnez le leadership des femmes en Afrique. Notamment, vous êtes ambassadrice du réseau Women in Africa. Vous proposez aussi des sessions de formation de capacité en fait, au niveau des femmes sur tout le continent, avec des concours qui sont soutenus aussi par l'Union africaine. Et donc, du coup, j'aimerais en fait revenir sur un point, notamment, c'est sur l'entrepreneuriat des femmes en Afrique. Du coup, l'Afrique, c'est l'un des continents où le taux d'entrepreneuriat est le plus élevé au monde. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'entrepreneuriat des femmes africaines, en fait? Il a toujours existé. C'est pas nouveau. Il existe de manière historique. Nos mamans, nos grands-mères, nos tantes sont de formidables entrepreneuses. Et en fait, je pense que ça part aussi de notre culture. Parce qu'on est amené en tant que femme à devoir gérer énormément de choses. Et c'est ce qui fait qu'en général, les femmes qui entreprennent, elles réussissent bien souvent, mieux que les hommes. On a la chance extraordinaire d'avoir des femmes qui sont extrêmement déterminées, extrêmement impliquées dans ce qu'elles font et engagées, parce que engagées vis-à-vis de leur famille déjà, engagées vis-à-vis de leurs enfants, et du coup elles se donnent les moyens de réussir aussi pour ça. Et elles sont vraiment extrêmement responsables. Moi, je les trouve très responsables. Et ces femmes-là, elles sont fortes. Je suis très heureuse moi, d'avoir l'opportunité de voyager beaucoup sur le continent, parce que ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, peu importe le pays dans lequel on va, il y a toujours un élément qui est extrêmement présent, c'est l'implication des femmes, c'est leur dynamisme, c'est leur énergie. Et ça donne du baume au cœur, ça rassure, ça encourage. Et on se dit que c'est vrai que si on avait plus de femmes à des postes de décision importants, que ce soit dans le domaine politique ou économique, probablement que les choses tourneraient mieux et plus vite, en tout cas plus efficacement. Donc, je pense que l'entrepreneuriat des femmes en Afrique, c'est un phénomène qui est en train de s'accélérer parce qu'elles entreprennent dans des secteurs qui sont de plus en plus diversifiés. Donc, on avait l'habitude de les rencontrer dans le domaine marchand, dans le domaine du commerce, etc., traditionnellement. Mais aujourd'hui, ça se diversifie. On voit des femmes qui se lancent dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. On voit des femmes qui se lancent dans le domaine de l'automobile, où elles disent, voilà, moi, je vais créer une chaîne où on va… Je pense à cette femme qui est, je pense, du Nigeria et qui a créé son propre système de mécanique, en fait, où ce sont des femmes qui sont des mécaniciennes et qui prennent en charge votre véhicule, etc. D'autres qui ont lancé des taxis qui sont gérés par des femmes. Je pense que c'est au Congo. Donc, il y a énormément de femmes qui entreprennent dans des secteurs de plus en plus diversifiés, qui historiquement pouvaient être par moments perçus comme étant des métiers d'hommes, à tort. Et ça, c'est en train de changer. Et c'est quelque chose de très positif. Il faut que ça continue. Il faut vraiment que ça continue. L'autre particularité,
c'est qu'aujourd'hui, on doit changer d'échelle. Ça, c'est vraiment une conviction pour moi. On ne peut plus se contenter d'être en Afrique sur un entrepreneuriat où on parle de micro-entreprise. Il faut qu'on parvienne à changer d'échelle. On a énormément d'opportunités. Je pense que tous les problèmes qui existent aujourd'hui sur le continent, comme les défis énergétiques, comme l'industrialisation, comme le chômage, etc., tous ces défis qui existent et qui sont réels dans nos sociétés sont autant d'opportunités à saisir. Et il faut que les femmes entrepreneurs, que les jeunes entrepreneurs parviennent à s'approprier ces problématiques-là pour trouver des solutions. Et ces solutions-là peuvent être des formidables inspirations pour créer une entreprise ou pour pouvoir se mettre en collaboration avec d'autres entrepreneurs et décider de créer des systèmes qui soient plus impactants, plus efficaces et qui aient une dimension qui soit régionale, soit panafricaine. Donc, ne pas se contenter de faire des micro-entreprises, mais tout de suite réfléchir très grand, se donner les moyens de le réussir, prendre le temps de structurer les choses, mais allez-y, quoi. Allez-y, faites, construisez, et puis on verra ce que ça donne. Mais au moins, je pense qu'il ne faut pas se limiter. Et moi, je suis contente quand je vois des entreprises qui sont dirigées par des femmes, qui arrivent à avoir une représentation, une présence au-delà des frontières de notre continent. C'est comme ça qu'on va construire et qu'on va changer ce narratif. Ce message, il est très, très encourageant, notamment pour la jeunesse et pour les femmes en général aussi. Est-ce que du coup, quand même, vous avez remarqué quelques freins à l'évolution des carrières des femmes, notamment soit dans l'administration publique ou privée, par exemple? Moi, j'ai plutôt tendance à penser que si je prends par exemple l'exemple de la politique, dans certains pays, on est même plus avancé que des pays occidentaux. Et ça, on a tendance à l'oublier. On est plutôt de très très bons élèves, on est précurseurs parce qu'on a des femmes qui sont ministres, qui sont chefs d'État, on a des femmes qui occupent des hautes fonctions, soit au Sénat, soit au Conseil économique et social dans beaucoup de nos pays, et c'est pas forcément le cas ailleurs, c'est récent dans certains pays occidentaux. Donc comme quoi le progrès, il faut pas oublier qu'il vient souvent d'Afrique. Et ça, c'est quelque chose d'important. Je crois que dans le domaine économique, il y a encore des efforts à faire, on peut faire beaucoup mieux. On gagnerait dans nos grandes organisations, dans les groupes qui existent au sein de notre continent, à privilégier l'ascension aussi des femmes qui, à compétences égales, peuvent vraiment avoir une valeur ajoutée qui n'est pas négligeable. Je crois également que les femmes qui aujourd'hui parviennent à faire carrière, souvent elles se limitent elles-mêmes. Elles sont leurs propres freins parce qu'elles ne vont pas oser. Vous allez être dans une entreprise, et puis on va vous dire que tiens, il y a tel poste qui vient de se libérer, les personnes sont libres de pouvoir candidater. Elle va souvent dire ah oui non, c'est pas pour moi, ou je suis pas encore prête, ou voilà, là où un homme ne va pas avoir cette hésitation. Donc là, je pense qu'il faut qu'on soit vigilant par rapport à ça, et il faut que les femmes aussi osent se faire confiance. C'est pour ça que l'éducation joue un rôle fondamental sur ces questions-là. Parce que quand vous évoluez dans une famille, dans un environnement où on vous a toujours montré que la femme est l'égale de l'homme et qu'ils sont partenaires et qu'il n'y a pas de rivalité, on n'est pas dans une lutte des genres, et ben vous comprenez que bah oui, ce que mon petit frère sait faire ou ce que mon frère sait faire, moi je pourrais le faire aussi. Si lui il a l'ambition d'être astronaute, moi je peux avoir l'ambition d'être pilote de ligne et de réussir brillamment ma carrière de pilote de ligne. Ça c'est très important. Il faut le voir très tôt et ça passe par des éléments qui sont simples. On partage le repas ensemble en famille. C'est pas forcément la petite fille qui se lève pour débarrasser la table. C'est peut-être la petite fille, le petit garçon. Parce que tout le monde doit apprendre que quand on est en commun, chacun joue sa part. Maman a fait la cuisine ou papa a fait la cuisine, on peut se lever pour débarrasser la table, pour aller faire la vaisselle ensemble. Et quand on va faire les devoirs, c'est pas un qui a plus de temps pour faire les devoirs, mais c'est les deux qui ont l'opportunité de pouvoir faire les devoirs. Ça, je crois que c'est important. Et là, du coup, je voudrais revenir sur la question des jeunes parce que du coup, vous soutenez aussi l'entrepreneuriat des jeunes en particulier. En fait, beaucoup de jeunes qui sont issus de la diaspora en fait, souhaiteraient retourner en Afrique pour faire des affaires, mais on ne sait pas forcément vers qui se tourner ni vers quel secteur d'activité en fait. Et donc, est-ce que vous pouvez nous partager un peu votre expérience en fait, vous ayant grandi dans le nord de la France, comment en fait vous avez fait pour préparer votre retour en Afrique et aussi quelles sont les erreurs à éviter? C'est une vaste question, pertinente mais vaste. Alors moi, si je réponds directement à votre question, je savais que je voulais revenir en Afrique. C'était quelque chose qui était, en tout cas, je voulais travailler sur des questions qui m'amenaient à contribuer à ce qui se passait en Afrique. Alors comment? Je reconnais que c'était pas forcément évident
pour moi de dire que j'allais créer une entreprise au tout début. Au tout début, moi, ce que j'aspirais à faire, c'est faire carrière dans les organisations internationales parce que je pensais que c'était là que ça se passait, c'était là qu'on décidait l'avenir du monde et notamment de l'Afrique et que pour moi, la voix africaine devait compter tout autant que les autres. Et puis, en ayant l'opportunité de passer dans des organisations comme à l'UNESCO, je me suis rendu compte que c'était un peu plus complexe que ça et que le volet économique était vraiment un levier décisif sur lequel il fallait investir. Et qu'en ayant un secteur privé qui soit fort, on pourrait acquérir cette indépendance économique, politique dont on parle, mais qu'elle soit réelle. Parce que le développement, il doit être endogène. Le développement, il doit être structurant. Si ce n'est pas le cas, c'est compliqué. Et je crois que les jeunes ont un rôle très important à jouer parce qu'il y a aussi cette nouvelle essor dans le domaine du digital qui nous permet d'être sur des modèles où en fait finalement on peut impacter beaucoup plus de monde, beaucoup plus rapidement qu'il y a peut-être 10 ou 15 ans. Donc ça, c'est une formidable opportunité. Alors, je crois qu'il faut regarder quels sont aujourd'hui les sujets qui sont peu couverts, quelles sont les problématiques qui se posent dans les pays dans lesquels on veut intervenir. Il ne faut pas hésiter à regarder plus largement que son pays d'origine, parce que souvent l'erreur qu'on commet, c'est de dire bah, tiens, si je suis de la Guinée, je vais aller en Guinée. Et si je suis du Bénin, je vais aller au Bénin parce que alors c'est vrai que des fois il y a plus de facilité parce qu'on connaît un peu de famille, on sait un peu comment fonctionne le pays, mais c'est pas forcément là où par rapport à votre expertise à vous, votre savoir-faire à vous, vous serez le plus utile. Donc il faut voir l'Afrique comme étant un continent avec des différences, avec des spécificités en fonction des pays, mais il faut le voir aussi comme une véritable opportunité au sens large. Donc on aurait tort de se limiter à son pays d'origine. Moi en tout cas ça n'a pas été mon choix. Et c'est vrai que en ayant la possibilité de faire mes premières armes en Afrique depuis le Gabon, ça a été très instructif parce que je me suis rendu compte qu'en fait le monde est vaste, qu'il y a tellement beaucoup à faire et qu'il suffit de prendre le temps aussi de réfléchir à, une fois qu'on a identifié quelles sont les opportunités sur lesquelles on veut se positionner, quelle est la meilleure stratégie qu'il faut adopter. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout vendre, on ne peut pas être expert de tout. Par contre, il faut choisir d'affiner une expertise quand elle est présente pour pouvoir la valoriser et éventuellement la monétiser. D'essayer de se donner les moyens de vraiment prendre le temps de structurer le projet. Il faut y aller aussi. Hein. On ne peut pas faire ça depuis Paris, on ne peut pas faire ça depuis Toulon. Ça va nous permettre de gagner du temps parce qu'on pourra collecter des données, etc. Mais à un moment donné, il va falloir aller sur le terrain, il va falloir échanger avec les gens, il va falloir essayer de sentir le terrain, de mesurer, parce que c'est ça qui va vous parler. Et pour mon exemple personnel, je sais que mon business plan d'origine et ce que j'ai fait, vous avez un gap qui est comme ça, quoi. Pourquoi ? Parce que je me suis juste rendu compte que ce que moi j'avais en tête, ce que j'avais prévu, c'était différent des besoins qu'il y avait sur le terrain. Donc je me suis adaptée, j'ai ajusté et puis j'ai réussi à aboutir à un modèle qu'on a figé et qui nous a permis de nous développer et aujourd'hui de continuer à avancer. Et je pense que c'est essentiel aussi d'avoir un mentor pour pouvoir structurer le projet professionnel. Parce que du coup, vous, par exemple, j'ai vu que votre mentor, c'était Monsieur Ousmane Blondin Diop, du coup, qui au début, j'avais eu une anecdote en fait qui m'a marquée, c'est qu'en fait, la première fois que vous avez rencontré ce monsieur-là, c'était dans le cadre d'un stage en fait. Et donc, il a estimé qu'en fait, c'était préférable pour vous de revenir lorsque vous aurez obtenu votre doctorat. Mais malgré ça, vous avez persisté pour avoir un entretien avec lui, ne serait-ce que 3 minutes. Donc, du coup, vous êtes resté pendant 3 heures à l'attendre en fait. Et à la fin, il a accepté de vous recevoir et vous avez discuté pendant 3 heures et vous avez décroché ce poste de stagiaire. Donc, je pense que c'est important d'avoir un mentor derrière aussi pour pouvoir structurer le projet. Cette anecdote-là, ça rejoint aussi un peu votre leitmotiv que vous avez cité au début de cette émission, notamment Only Sky is the Limit. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pouvez nous en dire plus sur votre leitmotiv en particulier ? C'est un point important hein, que vous évoquez là. Il faut savoir s'entourer. Il faut savoir s'entourer de personnes qui vont vous enrichir. On a tendance à négliger l'influence positive et constructive que peuvent avoir nos aînés sur nous. Oui, parce qu'on on a l'impétuosité de la jeunesse, on a le dynamisme de la jeunesse, on veut tout révolutionner, on sait tout, on connaît tout. Et c'est vrai que quand on a l'opportunité de croiser des personnalités comme Ousmane Blondin Diop, qui a été une des personnes aussi qui m'a beaucoup encouragée à mes débuts, et les discussions, je me souviens encore avec un souvenir ému de mes entretiens avec lui, parce que ça a été extrêmement constructif pour moi. Ça m'a ouvert le champ des possibles et ça a contribué aussi avec d'autres personnalités comme le président de la BOAD et d'autres que j'ai eu l'opportunité de croiser assez jeunes à nourrir mon envie de construire et de faire en Afrique. Alors, le mentor, c'est important et des fois, il n'est pas loin, en fait. Des fois, il n'est pas loin. Des fois, il ne faut pas le chercher à l'autre bout de la planète.
Des fois, il est près de vous. Le mentor, ça peut être une grande sœur, une cousine qui est dans une organisation et qui, elle, a déjà fait son parcours d'études, qui a déjà commencé dans la vie active et qui peut vous donner des conseils sur comment est-ce qu'elle a cheminé, comment est-ce qu'elle a réussi à contourner les obstacles auxquels elle a été confrontée. Le mentor, ça peut être un ami proche de la famille qui a fait 50 ans de carrière et qui vous raconte et qui prend le temps de vous raconter son histoire, son parcours, ses voyages, ses rencontres. Ça vous inspire aussi tout autant. Et je pense que le mentor, c'est aussi les lectures. Parce que moi, j'ai été extrêmement inspirée par mes lectures, j'ai été extrêmement inspirée par tous les documentaires que je prenais le temps d'aller regarder les mercredis après-midi dans la bibliothèque de mon lycée à Compiègne, parce que des parcours comme Nelson Mandela, comme Steve Biko, comme Lumumba et d'autres, ça ne vous laisse pas indemne. Ça ne vous laisse pas indemne. Et je pense que si on prend le temps d'essayer de comprendre le pourquoi de leur combat, le pourquoi de leur engagement et leur détermination, on a beaucoup, beaucoup d'enseignements à tirer. Donc, dans tout ça, je trouve on peut trouver des mentors. Et il y a plusieurs sources d'inspiration. Et il ne faut pas hésiter à les cultiver et à chercher à en apprendre davantage parce que ça peut nous nourrir. D'accord. Donc vous, je pense qu'en analysant un peu votre profil, je pense que vous êtes quelqu'un qui ose, et en plus vous l'avez dit depuis le début de cette émission, comme quoi il fallait dépasser ses limites. Est-ce que du coup, cette capacité d'oser, de sortir de votre zone de confort, vous l'avez développée pendant votre enfance? Comment votre enfance, en fait, vous a nourri pour avoir ce trait de personnalité que vous avez actuellement, en fait? Bon, j'étais pas un enfant timide déjà. J'étais pas timide. J'étais pas timide du tout, même. J'étais très curieuse. J'étais extrêmement curieuse. Je m'intéressais à beaucoup de choses. Je me souviens qu'à un moment donné, j'avais une obsession sur les abeilles. Alors, je voulais comprendre comment fonctionnaient les abeilles, les ruches, comment on faisait le miel, pourquoi est-ce qu'il y avait une reine, comment est-ce qu'elle était la reine, et comment les autres savaient que c'était elle la reine et pas celle d'à côté. Et à un moment donné, ça a été sur la question de l'apartheid, où j'ai voulu comprendre cette histoire-là. Donc, j'ai eu des petites obsessions comme ça. Et puis surtout, j'aime beaucoup lire. Donc, tout ça, moi, ça m'a permis de prendre confiance en moi, d'essayer de comprendre les environnements dans lesquels j'évoluais, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on est issu de cette diversité, parce que je suis née et j'ai grandi en France, vous n'êtes jamais tout à fait chez vous. C'est-à-dire que quand vous êtes en France, ah oui, mais tu es de quelle origine? Tu viens d'où? Ok, tu es africaine, comme si c'était un pays. Et puis quand vous allez dans votre pays d'origine, on vous appelle la Toubab. Où on peut vous appeler la Toubab, où on peut sourire quand vous essayez de vous exprimer en Wolof ou en Babelinké ou en Lingala, en considérant que vous êtes l'étranger, celui qui vient d'ailleurs. Alors c'est assez schizophrénique comme situation, on est d'accord, et c'est difficile de construire sa propre identité quand on est pris à partie. Et quand finalement l'autre nous invite à nous interroger sur celui qu'on est véritablement, puisque d'après son regard à lui, on n'est pas d'ici. C'est pour ça que je pense que c'est important de le construire par soi-même. Son identité, c'est d'abord sa personnalité, c'est d'abord ses convictions, c'est d'abord ses engagements, c'est aussi ses passions, c'est sa culture qu'il faut connaître, à laquelle il faut s'intéresser. C'est tout ça qui fait la personne qu'on est, c'est pas tellement l'endroit où on est ou l'endroit où on vit. Tout ça, c'est des déterminismes après, c'est des choses qui viennent après s'ajouter, mais on est un mélange d'un peu tout ça. Et je crois que ça aide à forger déjà une colonne vertébrale qui est solide. Et quand vous savez d'où vous venez, vous ne rougissez pas. Vous êtes à l'aise. Vous savez que vous offrez ce que vous savez offrir. Et il faut savoir le faire avec beaucoup de générosité, je pense. Justement, je remarque en fait qu'il y a une forme un intérêt en fait de la jeunesse africaine en fait par rapport à leur histoire, à leur descendance, etc. Parce qu'on voit les mouvements, par exemple, le support de Black Business, on voit aussi l'intérêt pour la culture africaine en fait aux États-Unis, par exemple, quand il y a eu le meurtre de George Floyd. Et donc, du coup, justement, en fait, est-ce que c'est dans ce cadre-là aussi que vous avez co-créé le projet Action Africa Culture 55 avec la journaliste Fatima Tawan, en fait, du coup, autour de la promotion de la culture africaine? On est parti sur la création de Action for Africa Culture parce que finalement, donc Fatimata Wansanya, qui est journaliste chez France 24 et qui est la cofondatrice de AAC 55, on s'est interrogé et on s'est dit, mais tiens, c'est vrai que c'est curieux, pourquoi est-ce que les acteurs culturels ont autant de mal à vivre de leur art? Pourquoi les cultures africaines sont si peu valorisées? Et c'est vrai que ça nous a amené à nous dire qu'est-ce qu'on peut faire, puisqu'elle est une journaliste qui est très engagée et qui est très impliquée sur ces questions-là depuis de nombreuses années.
et qui a beaucoup gravité dans ces sphères culturelles, qui a énormément interviewé, suivi, une passionnée de littérature par ailleurs, enfin vraiment quelqu'un que j'aime énormément parce que c'est vraiment quelqu'un qui est très passionné. Moi, je suis dans le domaine de la communication déjà depuis plus de 10 ans et je me suis dit, mais tous ces acteurs qui sont présents mais qu'on ne connaît pas ou qui ne sont pas appréciés à leur juste valeur, c'est dommage. Or, aujourd'hui, notre combat, ça doit être de pouvoir réussir à créer, ou en tout cas de contribuer à créer de véritables industries créatives. La culture fait partie à part entière de l'économie. C'est pas du tout quelque chose de marginal. Ça ne doit pas être dans les fonds de dossier à un moment donné où on vous dit bah, tiens, il y a vaguement un ministère de la culture et des affaires du papier et des vers de terre. Mais c'est vraiment la culture. Et on doit investir dans la culture. On doit investir parce que ça fait partie de notre patrimoine, parce que ça fait partie aussi de ce qui nous élève et ça fait partie de ce qui crée notre identité, nos identités. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement fondamental et on a une chance incroyable que nous envie le monde entier, c'est qu'on a une créativité qui est foisonnante. Et ça, dans les 4 coins du continent et au-delà, à travers notre diaspora, c'est la même chose. On a eu l'occasion de faire des voyages, des missions en Guadeloupe, notamment l'année dernière en août, où on a rencontré des gens qui étaient fascinants, qui finalement nous ont rappelé à quel point c'était important de faire ce type d'initiative pour rassembler ces acteurs culturels, leur permettre d'échanger, de se rencontrer, et puis de trouver des solutions entre eux aux problématiques auxquelles ils sont tous confrontés. On les connaît, hein, c'est la formation, c'est l'accès au financement, c'est l'accès au marché, c'est la visibilité. Donc voilà, c'est un peu ça le sujet de la C55 et je vous invite au passage à nous suivre sur les réseaux sociaux, à regarder notre site internet et à encourager et à soutenir ces acteurs qui sont présents et qui font des choses incroyables. D'accord, le message il est passé. De toute façon, de mon côté, moi j'ai déjà cherché un petit peu les petits profils, ce qu'il y avait sur la plateforme. Du coup, je trouve que c'était intéressant aussi justement comme sujet parce qu'en plus, je rappelle qu'il y a une vidéo aussi où vous présentez le projet sur YouTube en fait, notamment avec Fatima Tawan. C'est justement en fait, j'ai lu dans un article de presse que vous serez la digne héritière de Ndet Yala, derrière reine du royaume de Wallo, au nord de l'actuel Sénégal. Mythe ou réalité? Ah, je ne sais pas qui a dit ça. La digne héritière, je trouve que c'est waouh parce que c'est une. Elle ne l'a pas dit dans le sens parce que vous êtes d'origine sénégalaise, du coup, elle a repris peut-être le thème. Mais c'est pour ça que je demandais si c'était un mythe ou une réalité. Oui, alors Ndaté Yala, c'est une femme qui gagne à être connue par son parcours, par son cheminement, par ses convictions, par sa détermination. Elle a été l'une des rares femmes à être au pouvoir dans le Wallo et à se poser face à la puissance coloniale française pour dire non, on refuse. On refuse. Et ça, je trouve que c'est extrêmement fort. On a eu ces femmes qui sont d'une autre trempe, qui sont vraiment d'une autre trempe, qui finalement sont extrêmement inspirantes pour nous autres, parce que ce sont nos devancières. Ce sont des femmes qui nous ont montré la voie et qui nous ont démontré qu'il faut savoir oser se battre pour ses convictions. Elle l'a fait en mobilisant toute une armée, en sachant qu'elle allait probablement perdre la guerre, mais en tout cas, elle y est allée avec la dernière énergie. Et ça, c'est quelque chose de fort. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver encore aujourd'hui à travers nos mamans. Moi, je suis impressionnée par nos mamans. Je trouve qu'elles sont une formidable leçon d'humilité. Parce que si je prends mon exemple personnel, je sais que moi, j'ai eu la chance de grandir avec une maman qui était extrêmement forte, qui était une battante. Elle n'a jamais perdu la moindre once de confiance en la vie. Et elle a toujours eu la conviction qu'elle pouvait donner les moyens à ses enfants de pouvoir réussir et se donner elle-même les moyens de pouvoir leur offrir ce qu'elle avait de meilleur à leur donner. Je pense que c'est pour ça aussi qu'elle est partie en France à un moment donné et qu'elle a choisi de suivre mon père et de vivre là-bas, mais c'était pour nous élargir les opportunités. Mais ça, je trouve que c'est fort, parce que quand vous quittez votre pays, votre maman, vos parents, votre famille, vos copains, etc., pour aller quelque part où vous ne connaissez personne, c'est quelque chose de très fort. Et quand on le voit, comment elles sont débrouillardes dans tous les domaines, c'est impressionnant. J'ai la chance d'être à Dakar, mais quand je sors et que je prends la route pour aller d'un point A à un point B, je suis souvent très impressionnée par les femmes que je croise. Et c'est pas parce qu'elles ont des surdiplômes, c'est pas parce qu'elles ont contribué à créer la physique nucléaire. Non, c'est simplement parce qu'elles sont dignes, parce qu'elles sont fortes et parce que elles ont ce qu'on appelle du job en Wolof. Et ça, je pense que c'est très important. Il faut qu'on transmette ça à nos plus jeunes, à nos jeunes filles,
et une personne aussi inspirante que Nateyala. Donc, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un qui parlait de moi en ces termes-là. Mais en tout cas, pour moi, c'est un grand honneur, un trop grand honneur même, je pense, pour mes modestes épaules. Mais c'est voilà, cette forme de résistance féminine est quelque chose d'extrêmement fort. D'accord, très bien. Et est-ce que du coup, vous pouvez nous décrire une journée type dans la peau de Sena Boudia? Ça commence très tôt parce que il y a le réveil de la première prière en général. Et les journées types, en général, on fait le point avec les équipes pour regarder quelles sont les priorités de la journée, qu'est-ce qu'il y a à faire. Et puis, c'est une journée où on passe aussi du temps à consacrer à sa famille. Ceci, c'est important. Je crois que la dimension de l'équilibre, elle est importante, qu'on soit une femme ou un homme. Donc, voilà, j'ai la chance de ne pas être qu'une femme entrepreneur, mais être aussi une épouse, une fille, une belle fille pour ma belle-mère. Donc, voilà, on essaye de donner aussi du temps aux personnes qu'on aime et de prendre aussi le temps de travailler, de construire, de nourrir la réflexion avec les équipes sur la suite de ce qu'on veut dessiner ensemble. D'accord. Et est-ce que vous avez des centres d'intérêt pour vous couper un peu du travail? J'ai vu que vous aimez bien le jazz. Et est-ce que vous avez... Oui. Vous êtes super bien documenté, hein. Il faut que vous me disiez qui vous a donné toutes ces infos. Oui, effectivement, ouais, je suis une passionnée de jazz, j'aime beaucoup le jazz. J'aime beaucoup la musique de manière générale, la culture de manière générale. Donc, j'essaie dès que j'ai l'occasion de pas louper l'opportunité de pouvoir aller regarder une expo, d'aller découvrir des lieux que je ne connaissais pas. J'aime bien beaucoup aussi la gastronomie. Moi, je profite souvent de mes voyages pour découvrir de nouveaux plats, des choses que je ne connais pas. Je trouve qu'on apprend beaucoup sur une culture en voyageant à travers ces plats. Et je suis assez bluffée souvent par la richesse de ce qu'on est capable de créer. Et puis, c'est souvent extrêmement bon, on ne va pas se le cacher. C'est une des raisons pour laquelle j'ai beaucoup apprécié mes déplacements au Cameroun, par exemple. Je sais qu'ils ont cette culture de manger et de bien manger. Mais oui, c'est essentiellement ça. Et puis après, c'est de se consacrer aussi du temps un peu pour soi, pour se recentrer. Pour réfléchir à ce qu'on est, à ce qu'on veut créer, à ce qu'on veut faire et à la manière dont on compte le construire. Merci beaucoup d'avoir pris votre temps pour échanger. Quand même, c'est vraiment un vrai plaisir d'échanger avec vous. Et est-ce que si les personnes souhaiteraient vous suivre sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'on pourrait vous retrouver? Alors, on est sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook, sur notre site internet www.globalmindconsulting.com. On est sur tous ces réseaux-là. Et on est toujours très heureux de recevoir. Moi, j'en profite aussi pour remercier tous les témoignages que je vois aussi sur les réseaux sociaux, tous les messages d'encouragement. C'est vivifiant. Et c'est pas vain parce que ça contribue aussi à nous donner de l'énergie. Ça donne du sens à ce qu'on fait. Et puis c'est inspirant, mais ça met beaucoup de pression. Ça met énormément de pression parce que du coup, on se dit qu'on n'a pas le droit à l'échec et que, en tout cas, l'échec n'est pas une option. Il faut réussir. Mais je crois qu'on peut réussir ensemble. Donc, moi, je suis très heureuse de découvrir des parcours, de découvrir des personnes qui nous écrivent même inbox pour nous partager un peu ce qu'ils font, parce que ça nous montre qu'on va dans le bon sens. Et c'est des gens qu'il faut encourager, qu'il faut valoriser, qu'il faut soutenir aussi dans leur effort, soit d'entrepreneuriat, soit d'initiative associative. Vous en êtes un très bel exemple à travers votre plateforme. Je pense que c'est des plateformes qui sont indispensables, parce que c'est une autre manière de se raconter, c'est une autre manière de raconter l'Afrique. Et c'est une manière qui est extrêmement concrète à travers des parcours de vie, des personnalités ou d'acteurs peu connus, très connus, je ne sais pas. Mais en tout cas, qui ont tous la particularité d'essayer de faire et de contribuer à la construction via le prisme économique. Donc, bravo à une plateforme comme la vôtre, bravo à vous, Aïssatou, pour l'initiative. Et je ne peux que vous encourager et vous féliciter pour ça. Merci beaucoup, en tout cas, Sena. À bientôt, au revoir. Un vrai plaisir.